J'ai signé le contrat de mariage exigé par la famille de ma femme à une époque où j'étais complètement fauché, puis ses parents ont exigé que je le détruise, après qu'elle m'ait trompé pour pouvoir prendre la moitié de mon argent, une fois que j'avais réussi à faire fortune. Bon, ça va être long. J'avais besoin d'écrire quelque part, de poser tout cela, non pas pour obtenir du réconfort ou des conseils, mais simplement pour sortir ça de ma tête. Quand j'ai rencontré Mélissa, je venais à peine de commencer ma vie professionnelle avec un petit boulot, des dettes d'études, et je partageais un appartement modeste en colocation. Sa famille, elle, vivait dans le confort, sans extravagance de jet privé, mais avec un niveau de vie clairement supérieur. Il possédait des biens, dirigeait une entreprise locale florissante, et habitait une belle maison dans un quartier résidentiel prisé. Il y avait donc un écart évident entre nos deux situations financières. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 1 an, et tout semblait bien se passer entre nous. C'est au moment où nous avons commencé à parler de mariage que les choses se sont compliquées. Les parents de Mélissa, surtout son père, étaient très présents dans ses décisions. Ils n'étaient pas agressifs, mais leurs inquiétudes concernant ma situation financière par rapport à celle de leur fille étaient clairement exprimées. Ils n'ont pas utilisé le mot fauché directement, mais le sous-entendu était bien là. Ils ont expliqué que Mélissa avait grandi dans un certain confort, et qu'ils avaient bâti leur patrimoine avec prudence et prévoyance. Selon eux, le mariage impliquait une fusion de vie et de patrimoine, et ils avaient besoin de garanties quant à la sécurité financière de leur fille, ainsi que sur les éventuelles répercussions sur les héritages futurs ou les intérêts de l'entreprise familiale. Leur solution était un contrat prénuptial. Ce n'était pas une suggestion, mais une condition impérative pour obtenir leur bénédiction, ainsi que leur soutien financier pour le mariage. Ils ont proposé un avocat, ou plutôt, ils ont insisté pour que j'utilise celui qu'ils recommandaient, en mettant en avant l'équité du document. Je comprenais bien que cet avocat, même s'il semblait neutre, défendait avant tout les intérêts de leur famille, ou du moins, souhaitait que l'accord soit signé sans heurts. Ils ont précisé que je pouvais consulter mon propre conseiller juridique, mais avec le temps qui pressait et les préparatifs en cours, la pression était énorme. J'avais autour de 25 ans, peu d'expérience avec des documents juridiques de cette nature, et pas les moyens de payer un avocat expérimenté pour négocier face à leurs représentants. L'avocat proposé semblait sûr de lui, mais s'est contenté de m'expliquer les clauses sans jamais me suggérer de les contester. Le contrat était clair. En cas de divorce, je n'aurais droit à aucun des biens que Mélissa possédait avant le mariage, ni à aucun héritage qu'elle recevrait, ni même à toute plus-value sur ses biens personnels. Et surtout, comme ils l'ont bien souligné à plusieurs reprises, je n'aurais pas droit non plus à une part de tout bien acquis durant le mariage s'il était lié à mes revenus ou à mes investissements, sauf dans un cadre très restreint et difficile à prouver. En somme, ce qui était à elle restait à elle, ce que je gagnais m'appartenait, et chacun gardait ses biens de manière séparée. Je n'aurais droit à aucune répartition classique du patrimoine conjugal, même s'il résultait de mes efforts ou de mes investissements. La question de la pension alimentaire était également réglée. Elle était soit exclue, soit plafonnée à un montant symbolique pour une courte durée, uniquement dans l'optique où Mélissa aurait besoin d'un soutien temporaire minimal, sans jamais pouvoir prétendre à une part durable de mes revenus. J'ai lu le document. Il était limpide dans ses intentions. À cette époque, je n'avais aucun bien à protéger, et l'idée même de faire fortune me semblait un rêve lointain. La pression pour signer était énorme. Les préparatifs avançaient, Mélissa acceptait ce contrat comme un mal nécessaire pour rassurer ses parents, et moi, je n'avais aucun levier. Mes choix étaient clairs. Soit je signais, et j'épousais Mélissa avec la bénédiction de sa famille, soit je refusais, et je risquais de perdre la relation, ou de me marier sans leur soutien, ce qui aurait engendré des tensions dès le départ. J'ai donc signé le contrat. Il a été dûment validé et archivé. Les premières années de notre mariage ont été économiquement serrées, comme prévu. J'ai continué à travailler dans mon poste de base, tout en explorant des pistes pour améliorer mes revenus. Mélissa a d'abord travaillé à temps partiel, puis a progressivement pris en charge la gestion du foyer, car ma carrière devenait plus prenante. Le contrat prénuptial n'a plus été mentionné. Il avait été signé, classé, oublié par sa famille. De mon côté, je me suis concentré sur la construction de quelque chose de personnel. Le rythme d'évolution dans mon entreprise ne me satisfaisait pas, alors j'ai lancé un projet personnel dans les nouvelles technologies. Cela m'a pris des soirées, des week-ends, et j'y ai réinvesti tout ce que nous pouvions économiser. Mélissa gérait le quotidien, et malgré ses origines, nous vivions simplement. Une petite maison, de vieilles voitures, aucune aide financière de ses parents, à part quelques cadeaux ponctuels. Rien qui puisse être considéré comme un bien commun ou un investissement conjugal. Mon projet était uniquement le fruit de mes efforts, de mon temps, de mes risques, et du peu de capital que je pouvais réunir ou emprunter.
Ce projet a commencé à porter ses fruits. Ce n'était pas un succès du jour au lendemain. Il m'a fallu des années d'apprentissage, d'échecs, de persévérance. J'ai finalement quitté mon emploi à plein temps pour m'y consacrer entièrement. C'était un choix que nous avons discuté ensemble. Cela signifiait une période sans revenu garanti. Mélissa avait soutenu cette décision verbalement, même si sa famille exprimait des inquiétudes quant à l'absence de salaire fixe. J'ai persévéré. L'entreprise s'est développée lentement au début, puis la croissance s'est accélérée. J'ai trouvé une niche de marché, monté une équipe, et réinvesti les bénéfices pour stimuler davantage l'expansion. Vers la 5e année de notre mariage, la société avait atteint une valorisation significative. Il ne s'agissait plus seulement de chiffre d'affaires, nous étions rentables, en pleine expansion et nous commencions à attirer l'intérêt d'investisseurs. La valeur de mes parts dans l'entreprise, combinée à d'autres investissements réalisés avec les profits, a commencé à représenter une richesse conséquente. Cette richesse avait été générée entièrement grâce à mes efforts et au développement de mon entreprise après le mariage. Mon niveau de fortune a fini par dépasser celui de la famille de Mélissa. Selon la plupart des critères, j'étais devenu millionnaire. Ce fait est devenu de plus en plus visible, notamment à travers l'amélioration progressive de notre train de vie. Même si nous restions discrets sur les montants exacts, nous avons déménagé dans une maison plus grande, située dans un bon quartier, bien que ce ne soit pas dans le lotissement très exclusif où habitaient ses parents. Nous avons voyagé davantage. Mélissa ne travaillait plus du tout. Elle se consacrait entièrement à la gestion de notre foyer, devenu de plus en plus grand. Le changement de dynamique était perceptible. Ses parents, qui m'avaient autrefois regardé avec un scepticisme teinté de mépris, ont commencé à s'intéresser davantage à mon entreprise et à ses résultats. Leur attitude envers moi avait changé. L'homme fauché qui avait épousé leur fille était désormais manifestement riche. Ils ont commencé à m'inclure davantage dans leurs discussions financières, à me poser des questions sur les investissements, et à saluer mon sens des affaires. Le contrat prénuptial, ce document qu'ils avaient autrefois exigé pour protéger leur fille de ma supposée pauvreté, n'a plus jamais été mentionné. Pourtant, notre mariage a commencé à montrer des signes de tension pendant cette période de prospérité croissante et de charge de travail intense. Je restais très focalisé sur l'entreprise. Mélissa, de son côté, profitait pleinement des avantages financiers, mais semblait de plus en plus déconnectée de l'homme qui les avait rendus possibles. Nos chemins ont commencé à diverger. Elle avait sa vie sociale, ses centres d'intérêt tournaient autour de la gestion de la maison et de notre nouveau style de vie. Moi, j'étais toujours absorbé par le monde des affaires, l'innovation, et les projets en construction. La communication est devenue fonctionnelle, souvent limitée à la gestion du quotidien ou aux obligations sociales. L'affection et les objectifs communs se sont peu à peu estompés. Puis, environ 10 ans après notre mariage, les choses ont pris un tournant. J'ai commencé à remarquer des changements dans le comportement de Mélissa. Elle était souvent distante, secrète, rarement disponible au téléphone, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Quand j'ai essayé d'en parler, elle devenait soit sur la défensive, soit évitait le sujet. Il n'y a pas eu de révélation soudaine ou dramatique, mais plutôt une accumulation de petits signes, une intuition qui grandissait. La vérité s'est dévoilée plus tard, non pas par un aveu de Mélissa, mais par des informations qui me sont parvenues de manière indirecte. Mélissa avait une liaison avec un autre homme. Elle l'avait rencontré dans les cercles sociaux qu'elle fréquentait désormais. Il venait lui aussi d'un milieu aisé, issu d'une famille déjà bien établie, ce qui semblait influencer fortement la façon dont elle le percevait. Leur liaison durait apparemment depuis un certain temps. La situation a dégénéré rapidement dès que j'ai eu connaissance de l'infidélité. La famille de Mélissa, qui auparavant semblait voir ma richesse sous un jour favorable, est soudainement revenue à une posture protectrice, mais cette fois avec un nouvel objectif. Lorsqu'ils ont appris la liaison, leur première préoccupation a été l'avenir financier de Mélissa, en particulier en prévision d'un divorce probable. L'homme avec qui elle était impliquée ne semblait pas, d'après ce que j'ai compris, vouloir d'un second mariage ou d'un engagement à long terme. Il était lui-même marié et résidait principalement dans un autre État. Cela a sans doute renforcé l'inquiétude de sa famille quant à la position de Mélissa si notre mariage prenait fin. Leur approche n'était pas subtile. Le père de Mélissa m'a contacté directement pour me demander un rendez-vous. Il a précisé que c'était urgent et concernait le bien-être de la famille. J'ai accepté de le rencontrer, lui et la mère de Mélissa, chez eux. La rencontre n'a pas été agréable. Ils ont abordé l'état de mon mariage avec Mélissa, reconnaissant qu'ils étaient au courant des difficultés et de la relation de Mélissa avec cet autre homme. Ils ont exprimé de l'inquiétude pour nous deux, mais ont rapidement recentré la conversation sur l'objet réel de leur visite. Le contrat prénuptial.
Son père a pris la parole en premier. Il a reconnu l'existence du contrat et le fait qu'il avait lui-même exigé sa mise en place plusieurs années auparavant. Il a ensuite affirmé que les circonstances avaient radicalement changé depuis sa signature. Il a fait référence à mon succès, à la richesse que j'avais accumulée. Il a soutenu que l'objectif initial du contrat était de protéger Mélissa contre un mariage avec un homme sans ressources, incapable de subvenir à ses besoins. Or, maintenant que j'étais non seulement capable, mais que j'avais en plus constitué un patrimoine important au cours de notre mariage, il considérait que le fondement du contrat n'était plus valable. Il affirmait que l'accord n'était plus juste, ni adapté à notre réalité financière actuelle. Il a alors proposé une solution. Il souhaitait que nous convenions ensemble de résilier le contrat prénuptial. Il a suggéré que nous signions un nouveau document, ou que nous détruisions simplement celui en vigueur, puis que nous procédions à un divorce classique, si c'était ce que Mélissa désirait. Sa logique était que sans ce contrat, Mélissa aurait droit à la moitié de nos biens matrimoniaux, conformément aux lois de divorce standard de l'État. Il a présenté cela comme la chose juste à faire, compte tenu de ma situation financière et des années durant lesquelles Mélissa avait été femme au foyer, soutenant implicitement ma carrière en s'occupant du foyer. Il n'a pas mentionné l'adultère comme un élément susceptible de compliquer les choses ou de remettre en cause ses prétentions. Son attention était entièrement centrée sur ma richesse, et sur l'injustice perçue du contrat, maintenant que j'étais devenu riche. Mélissa était présente durant cette rencontre. Elle a peu parlé, laissant ses parents s'exprimer à sa place lorsqu'on lui posait des questions. Elle a déclaré qu'elle estimait que le contrat était dépassé et ne reflétait plus notre vie actuelle. Elle n'a exprimé aucun remords pour sa liaison, ni même de réelle inquiétude quant à notre mariage. Elle a simplement affirmé qu'elle pensait avoir droit à une part des biens que j'avais bâtis durant notre union. L'implication était limpide. Elle voulait mettre fin au mariage, rejoindre cet autre homme, ou du moins se sentir libre de le faire, tout en empochant une importante somme d'argent, fondée sur ma fortune actuelle. Ma réponse a été directe. J'ai écouté leurs arguments, puis, une fois qu'ils eurent fini, j'ai déclaré clairement que le contrat prénuptial était un accord juridiquement contraignant. Il avait été rédigé par des avocats, examiné soi-disant de manière équitable par un conseiller juridique, puis signé par Mélissa et moi-même, en toute connaissance de cause et des implications, y compris celles relatives aux biens acquis après le mariage. Je leur ai rappelé que c'était eux qui avaient insisté pour établir ce contrat, avec ses clauses strictes, précisément parce que j'étais sans ressources, et pour protéger Mélissa de toute revendication éventuelle que je pourrais avoir sur leur fortune ou ses biens propres. Ce contrat, ai-je souligné, avait été conçu exactement pour une situation dans laquelle l'un des conjoints accumule de la richesse de manière indépendante pendant le mariage. Il ne comportait aucune clause le rendant caduc en cas d'enrichissement. Ces termes étaient destinés à s'appliquer à tous les cas de figure, y compris celui que nous vivions à présent. J'ai précisé que j'avais respecté mes engagements dans le mariage, que j'avais travaillé, pourvu aux besoins du foyer, et que je m'attendais à ce que l'accord que nous avions signé ensemble soit également respecté. Je les ai informés que je n'accepterais ni de détruire le contrat, ni de convenir d'un quelconque arrangement en dehors des termes qu'il prévoyait. J'ai déclaré que toute procédure de divorce devrait se dérouler avec ce contrat pleinement en vigueur. La réaction de Mélissa et de ses parents a été un mélange d'incrédulité et de colère. Ils semblaient s'attendre à ce que je cède sous la pression, peut-être par sens du devoir, par peur du conflit, ou par une idée erronée de ce que signifie être un homme honorable. Le ton du père de Mélissa a changé. Il est passé d'une argumentation persuasive à des menaces à peine voilées. Il a évoqué d'éventuelles batailles judiciaires longues, des humiliations publiques et le coût des procédures, laissant entendre qu'il me harcèlerait en justice pour tenter d'invalider le contrat. J'ai réitéré ma position. Le contrat était clair. Je le défendrais, et j'avais déjà consulté mon propre avocat spécialisé dans la défense des contrats prénuptiaux. Je me suis levé, j'ai déclaré que la réunion était terminée, et j'ai quitté leur domicile. Après cette rencontre, la situation s'est encore détériorée. Mélissa a entamé une procédure de divorce. Son équipe juridique, sans aucun doute dirigée par ses parents et financée par leurs ressources, a immédiatement indiqué son intention de contester la validité du contrat. Leurs arguments reprenaient ceux évoqués par son père. Le contrat était prétendument abusif, en raison du changement de situation financière. Ils avançaient que j'avais d'une certaine manière contraint Mélissa à le signer, malgré le fait qu'elle ait eu accès à un conseil juridique, ce qui est difficile à défendre, étant donné que l'initiative venait de sa famille et que l'avocat lui avait été recommandé par eux. Ou bien, il soutenait que les termes étaient désormais injustes. Il réclamait une pension alimentaire substantielle et une part importante de mes biens, comme si le contrat n'avait jamais existé. Mon équipe juridique était prête. Nous avons déposé notre réponse, affirmant la validité absolue du contrat prénuptial. Nous avons fourni les documents datant de la signature,
y compris les preuves que Mélissa avait eu accès à un avocat, ainsi que des déclarations de ses parents montrant qu'ils avaient eux-mêmes insisté pour que l'accord soit établi. Nous avons joint l'accord signé par les deux parties. Nous avons argumenté que le changement dans ma situation financière représentait précisément le type de scénario que l'accord visait à encadrer. Il répartissait les risques et établissait des attentes claires concernant les revenus futurs et l'accumulation de biens. Nous avons souligné que Mélissa connaissait parfaitement les termes et qu'elle les avait acceptés de son plein gré. Nous avons également exposé, de manière factuelle et sans entrer dans les détails sordides, les circonstances ayant conduit au dépôt de la demande de divorce, y compris la liaison, non pas comme motif pour la priver de ses droits, car cela n'est pas toujours pertinent selon les États en matière de divorce, mais pour contextualiser la rupture du mariage. Elle cherchait à se positionner pour obtenir un gain financier, en contradiction avec l'accord en vigueur. La procédure judiciaire a pris du temps. Il y a eu des dépôts, des requêtes, des tentatives de médiation obligatoires qui n'ont mené à rien, car Mélissa, sous l'influence de ses parents et de son avocat, refusait de reconnaître la validité du contrat. Mes avocats ont méthodiquement démonté leurs arguments. Ils ont prouvé que Mélissa disposait d'un avocat indépendant au moment de la signature, que le contrat exposait clairement notre situation financière respective telle qu'elle était à l'époque, que les clauses relatives aux biens futurs étaient explicitement rédigées et comprises, et que mon enrichissement résultait exclusivement de mes efforts et de mes investissements, sans aucune contribution financière ou professionnelle de la part de Mélissa. L'argument de l'abus de situation dû à un changement de circonstances échoue presque toujours, notamment quand il repose simplement sur le fait qu'un des deux époux est devenu riche. Le seuil à franchir est très élevé, et ces arguments ne tiennent généralement que lorsque la partie lésée se retrouve sans quoi vivre, ce qui n'était évidemment pas le cas ici, étant donné les ressources de la famille de Mélissa. Le tribunal a fini par programmer des audiences concernant la validité du contrat prénuptial, comme point préliminaire, avant d'aborder la répartition des biens ou la question d'une pension alimentaire. Il est vite apparu, au cours de ces audiences, que les arguments de Mélissa en faveur de l'invalidation de l'accord étaient faibles. Ses propres déclarations passées, ainsi que les actions de sa famille qui avait exigé le contrat des années auparavant, contredisaient ses affirmations de contrainte ou d'injustice au moment de la signature. Mon équipe juridique a présenté un dossier solide pour faire valoir la validité du contrat tel qu'il avait été rédigé. Face à une probable défaite sur ce point, les avocats de Mélissa ont modifié légèrement leur stratégie, mais ont néanmoins refusé de parvenir à un accord conforme aux termes du contrat. Mes avocats m'ont conseillé de rester ferme. Le contrat prénuptial représentait ma défense, et s'est révélé, comme prévu, très efficace. Le juge a finalement statué sur la validité du contrat. La décision a été sans équivoque, entièrement en ma faveur. Le tribunal a estimé que l'accord avait été valablement établi. Les deux parties avaient bénéficié d'une représentation juridique, ou à tout le moins de la possibilité d'y accéder. Les patrimoines respectifs avaient été divulgués de manière complète au moment de la signature, et les clauses n'étaient pas abusives à l'époque. Point essentiel, le tribunal a précisé que l'enrichissement ultérieur d'un des conjoints, en particulier lorsqu'il était explicitement prévu dans les termes concernant les biens futurs, ne rendait pas le contrat abusif ni invalide, même plusieurs années plus tard. Le contrat prénuptial a donc été confirmé dans son intégralité. Cette décision a défini le cadre pour le reste de la procédure de divorce. Conformément au contrat validé, Mélissa avait renoncé à la majorité de ses droits sur mes biens acquis après le mariage ainsi qu'à toute pension alimentaire significative. Son équipe juridique a tenté d'obtenir quelques exceptions, ou un soutien minimal, mais les termes du contrat étaient très restrictifs. Le jugement de divorce final a repris fidèlement les clauses du contrat prénuptial. Mélissa n'a conservé que ses biens propres d'avant le mariage, qui étaient modestes, les effets personnels qu'elle avait apportés dans notre vie commune ou achetés avec ses fonds propres, ainsi qu'une petite somme, limitée dans le temps, à titre de pension transitoire, telle que définie dans le contrat. C'était bien en deçà de ce qu'elle ou sa famille espérait. Elle n'a obtenu aucune part dans mon entreprise, aucun de mes investissements, ni la moindre portion de la valeur acquise pendant le mariage. La fortune que j'avais bâtie est restée mienne, protégée par le document que sa propre famille m'avait forcé à signer. Cette issue a eu de lourdes conséquences pour Mélissa. En tant qu'épouse au foyer pendant de nombreuses années, elle n'avait pas poursuivi de carrière, ni développé de véritable autonomie financière pendant la période de croissance de mes revenus. Elle s'était habituée à un train de vie élevé, financé par ma richesse, mais elle n'avait aucun droit sur celle-ci après le divorce, à cause du contrat. Les biens qu'elle a emportés étaient minimes. Parallèlement à la fin de la procédure de divorce, ou peu après, sa relation avec l'homme avec qui elle avait eu une liaison a également pris fin. D'après ce que j'ai pu apprendre par des connaissances communes, il n'avait jamais eu l'intention de quitter sa propre femme, ni d'intégrer Mélissa durablement dans sa vie. Lorsque notre divorce a été prononcé, et qu'elle n'a obtenu aucun règlement financier important, sa situation est devenue bien moins attrayante pour lui.
Il a mis un terme à leur relation. Mélissa s'est retrouvée sans l'amant et sans la sécurité financière qu'elle espérait obtenir à travers le divorce. Sans ressources substantielles et sans revenus, elle avait très peu d'options. La grande maison dans laquelle elle vivait avec moi m'appartenait, et elle est restée mienne. Le niveau de vie auquel elle s'était habituée avait disparu. Sa famille, qui avait poussé à remettre en cause le contrat, était certes fortunée, mais leur patrimoine était lui aussi protégé. Ils ont pu, et ont probablement accepté, de l'héberger à nouveau. En fin de compte, elle a dû repartir de zéro, avec très peu pour elle. L'issue du divorce l'a laissée, sur le plan financier, à peu près au même niveau qu'avant notre mariage. Certains diraient même qu'elle était en pire posture, car elle était plus âgée et n'avait aucune expérience professionnelle récente. D'après ce que j'ai appris par des amis communs, elle est retournée vivre dans sa chambre d'enfance, dans la grande maison de ses parents. Elle n'avait aucun revenu propre, aucun emploi, et sa tentative de quitter le mariage pour une meilleure situation, tant amoureuse que financière, avait échoué sur les deux plans. Quant à moi, j'avais conservé la richesse que j'avais construite, mon entreprise, mes actifs, mais le mariage avait pris fin. Plus d'une décennie de ma vie passée avec Mélissa, avec son lot d'histoires partagées, aussi imparfaite soit-elle, était désormais révolue. Le processus du divorce, les batailles judiciaires, la confrontation avec sa famille, et la prise de conscience de ses actions m'avaient épuisé. Le mariage s'était terminé, Mélissa était repartie sans rien, du moins comparé au train de vie qu'elle avait connu. Elle vivait à nouveau chez ses parents. Et moi, j'étais resté avec la seule chose que j'avais bâtie seul depuis le début, ma fortune. Voilà la séquence des événements, depuis la signature d'un contrat prénuptial quand j'étais fauché, jusqu'à la création d'une richesse importante, l'attaque venue des mêmes personnes qui avaient exigé ce contrat, et sa validation finale, avec toutes les conséquences que cela a entraîné. C'est arrivé, c'est fini. Aucun sentiment particulier en écrivant tout cela maintenant, juste la nécessité de consigner les faits tels qu'ils se sont produits.